Bonjour à tous. Dernière conférence de cet après-midi ici de l'IA à l'authentification. Comment consolider la chaîne de confiance des paiements en 2025, malgré un contexte géopolitique et technologique instable et une menace cyber croissante, les paiements par carte bancaire affichent des niveaux de sécurité historiques. Mais cette performance est-elle durable et comment continuer à garantir et renforcer la confiance des citoyens dans leurs moyens de paiement? C'est à ces grandes questions que nous allons essayer de répondre avec des acteurs majeurs du secteur qui vont dévoiler avec nous cet après-midi les dernières avancées en matière de lutte contre la fraude, les nouvelles pratiques d'authentification et les risques émergents à anticiper, ce qui va nous permettre de mettre en perspective les grandes évolutions à venir et les réponses concrètes pour assurer la sécurité des paiements de demain. Donc, où va cette sécurité des paiements? Comment les innovations vont façonner l'avenir des transactions digitales? On en débat avec Geoffrey Charlon de la Société Générale, Pierre Chassigneux de Biconnect, Samuel Villy de CB à ma gauche et Émeric Milcent, vous êtes paiement fraude et risk manager pour Le Bon Coin. Merci à tous les quatre d'être avec nous cet après-midi. On va d'abord commencer par faire un petit peu le bilan de cette année 2025 sur les difficultés rencontrées, les risques évités, évidemment aussi les réussites. Et je vais commencer avec vous en introduction, Samuel, pour faire un peu le bilan 2025 de CB en matière de lutte contre la fraude. Et est-ce que la confiance est toujours aussi haute? Oui, merci Perrine et bonjour à tous. Effectivement, en introduction pour ce bilan de 2025, je dirais la première chose, c'est qu'on est très fiers de présenter des résultats historiques en 2025, avec des taux de fraude qui sont historiquement bas. Et pour vous donner un peu un ordre d'idée, parce que c'est important aussi, on a un taux de fraude en paiement qui a diminué de 15% en 2025 par rapport à 2024. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on atteint des taux de fraude historiquement bas, mais ce n'est pas des gains à la marge en fait qu'on a, c'est vraiment des gains substantiels et significatifs. 15%, c'est énorme en termes de baisse. Et pour vous remettre ça dans un temps un peu plus long, sur les 6 dernières années chez CB, on a un taux de fraude en vente à distance qui a été divisé par plus de 2. Donc quand on parle de confiance, évidemment c'est comme ça qu'on l'a construit, avec de tels résultats, elle ne fait que s'améliorer. Un autre point qui est important en 2025, ce matin notre président et notre directeur général évoquer la reconquête de parts de marché de CB qui passe notamment par le paiement mobile. En paiement mobile, on a une activité qui a doublé l'an dernier. Et donc logiquement, quand on a une activité qui double, on s'attend à ce que la fraude augmente avec. On espère que la fraude augmente moins vite et comme ça, on a un taux de fraude qui baisse et globalement, on est content. Sauf que là, ce qu'on a eu en 2025, c'est une activité qui a doublé en paiement mobile, mais une fraude qui a baissé dans le même temps. Et donc pareil, un taux de fraude divisé par plus de 2. Et ça, pareil, ça montre le niveau de sécurité qu'apporte le scheme CB. Il faut rendre aussi hommage aux émetteurs. Ça montre leur maturité dans le paiement mobile et tout le travail qu'ils ont fait pour le sécuriser. Un autre point qui me paraissait important, et ça me tient particulièrement à cœur, c'était parler de fluidité dans les paiements. Parce qu'on l'oublie un peu, mais quand on parle de la sécurité, on a souvent tendance à voir ça que comme du refus, le fait d'arrêter la fraude. Mais en réalité, la sécurité sert aussi la fluidité des paiements. Et ça, c'est ce qu'on promeut depuis un moment chez CB, notamment au niveau du 3DS. Alors bon, peut-être pour expliquer sommairement, en gros, le commerçant peut faire une demande d'authentification à l'émetteur, et c'est toujours la banque qui va décider soit de déclencher une authentification forte, donc un parcours plus sécurisé, où en gros on doit aller sur notre appli et voilà, s'authentifier, ou alors la banque peut proposer un parcours qui s'appelle frictionless, et là il n'y a aucune action à faire, le paiement est plus fluide. Sur le parcours frictionless, qui par définition est plus risqué, puisqu'on le sécurise moins, on a des taux de fraude qui sont significativement plus faibles, et ça c'est grâce au scoring temps réel. Et donc cette maîtrise qu'on a sur le risque permet d'amener de la fluidité. Et là-dessus, je terminerai en disant que sur ce début d'année, sur cette partie de l'authentification, on a 55% en taux de frictionless, pareil, c'est un taux qui est historiquement élevé. Et donc ça montre que cette confiance permet d'offrir une meilleure expérience pour tout le monde, le consommateur ou porteur dans le monde de la carte, et aussi le commerçant qui peut permettre une meilleure expérience à son client. Donc voilà pour 2025, et je dirais un dernier point qui est majeur et qu'on est obligé d'évoquer si on fait le bilan de 2025, c'est le plan de sécurisation de la fraude à distance, de la vente à distance par l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement,
qui a apporté aussi de grands bénéfices et d'excellents résultats en misant sur l'authentification. Et peut-être là-dessus, je pourrais passer la main à Geoffrey, puisque les émetteurs ont énormément contribué. Ils ont été en première ligne sur ce plan et je pense qu'il pourra vous le présenter mieux que moi. Oui, c'est vrai, Geoffrey, 2025, c'est la réussite de ce plan de lutte contre la fraude avec la Banque de France. La Société Générale a été très impliquée dans ce plan. Comment ça a fonctionné? Comment vous avez travaillé avec la Banque de France? Alors, c'est vrai que sur la partie fraude, on commençait à avoir un peu certaines limites ces dernières années. On travaille effectivement sur plein de choses, sur l'authentification forte. On essaie de voir comment fluidifier. Mais on voyait certaines limites. Et c'est vrai que le plan de la Banque de France, finalement, c'est un plan qu'on a travaillé un petit peu en amont. Ça nous a clairement permis de mettre une synergie entre tous les acteurs, que ce soit les schemes CB, les marchands, certains PAT, donc les prestataires d'accession technique, comme certains sont présents, par exemple un Worldline ou autre. Et on a pu se mettre tous autour de la table pour échanger, dialoguer, trouver des solutions, des vraies contre-mesures efficaces à long terme. Parce qu'on a bien vu par rapport à tout ce qui était mis en place qu'on arrivait à un certain palier par rapport à ce qui était fait et que pour continuer à faire baisser la fraude, il fallait aller plus loin. Et aller plus loin dans l'écosystème du paiement, c'était se mettre tous autour de la table pour échanger là-dessus. Donc c'est vrai que le plan de la Banque de France nous a permis clairement de faire ça, de cadrer certaines choses, d'imposer un peu certaines choses également. Effectivement, la Banque de France nous a clairement permis d'imposer des règles avec des recommandations qui nous ont principalement, on peut prendre quelques mesures phares, le fait sur les transactions qu'on appelle des CIT, donc transactions initiées par un porteur, quand le porteur est présent lors d'un achat, on avait des divergences, on va dire, entre les réseaux sur les transactions, comment elles passaient. Là, on a pu, par exemple, homogénéiser tous ces parcours en passant par le rail 3D Secure, par exemple, pour récupérer de l'information. Parce qu'en fait, ce qui permet de lutter contre la fraude, c'est la data. Aujourd'hui, c'est la data qui nous permet d'identifier que le porteur qui réalise l'achat, c'est notre porteur, que son achat est légitime par rapport à son historique de navigation, historique également effectivement d'achat. Et on a besoin de toutes ces datas pour être sûr que c'est le porteur, pour le rassurer effectivement. Et le protocole 3D Secure, c'est clairement un rail qui nous permet de récupérer ces données qu'on n'a pas en autorisation basique, on va dire. Et ce plan nous a clairement permis, voilà, sur cette partie-là, d'imposer en abaissant des seuils progressivement, en travaillant intelligemment avec tout l'écosystème, les marchands, les prestataires, pour définir effectivement une roadmap qui a permis, sur ce sujet par exemple, d'aller améliorer les choses. Et le plan nous a permis effectivement, voilà, sur différents sujets, à chaque fois du paiement, d'améliorer les choses, de travailler là-dessus. Donc c'est vrai qu'on pourra revenir un peu après, mais on a d'autres sujets qui vont arriver encore sur l'année, là, ou l'année d'après, sur certains sujets, effectivement, et c'est grâce au plan de l'OSMP qu'on a réussi à tous travailler ensemble et à faire baisser la fraude de manière très significative. Parce que clairement, c'est quelque chose, cette année, pour tous les établissements, on l'a tous vu, hein, notre fraude a clairement baissé de manière très importante. Après, c'est vrai que côté Société Générale, on a beaucoup travaillé. Alors, on n'est pas les seuls émetteurs, hein. Tous les émetteurs ont travaillé ensemble. C'est vrai que côté Société Générale, avec un autre grand émetteur, on a peut-être pris un peu plus le lead, la relation sur ce sujet pour effectivement fluidifier un petit peu les échanges et mettre en place effectivement des groupes de travail pour améliorer ça. On évoquera effectivement tout ce qui est risque émergent dans une troisième partie de cette table ronde. Émeric Milsan, Le Bon Coin, aujourd'hui, c'est 90% de transactions de paiement qui sont assurées par CB. Ça, c'est un côté un peu cocorico que vous revendiquez. C'est important pour vous en termes de souveraineté. Je vous repose un peu la même question. Quel est à vous votre bilan 2025 ? Quelles sont les difficultés majeures que vous avez rencontrées en termes de fraude, de cybersécurité et surtout comment vous les avez surmontées ? Le bilan, il est positif, très positif. Ça rejoint ce que disait Samuel hein, et du coup, côté émetteur. On a réussi à diviser par 2 la fraude. Hein, c'est pas rien. On voit que le nombre de transactions côté Le Bon Coin, il augmente chaque année.
On a des milliers, des millions de transactions chaque année, on a des volumes qui sont conséquents. Donc derrière, il y a toute une technique à mettre en place, s'outiller aussi, c'est super important. En échangeant régulièrement avec les émetteurs, dont carte bancaire, c'est ce qui nous a permis aussi d'atteindre ces chiffres-là. On pose des points trimestriels, c'est plus qu'important pour échanger sur les bonnes informations, quelles sont les données à partager. On parlait de data juste à l'instant. C'est important de partager ces datas. Quand il y a eu l'OSMP qui a imposé ces nouvelles conditions, j'avoue qu'on a un peu grincé des dents côté marchand parce qu'il fallait partager des informations qui étaient un peu plus confidentielles. On n'avait plus la main sur le déclenchement du 3DS. Et en fait, la passation, elle s'est fait relativement... C'était plutôt smooth parce qu'au niveau des impacts, on les a vus directement. C'est-à-dire qu'au niveau du 3DS, il était mieux géré. Et ce n'est pas pour autant qu'on générait plus de fraude. Donc c'était bénéf pour nous, tout le monde était gagnant et on le confirme au fil des mois. Donc là au niveau du 3DS, on arrive à challenger très peu de nos utilisateurs, donc on met moins de friction sur le parcours d'utilisateur, donc on gagne pas seulement autour du paiement mais également dans l'expérience utilisateur, donc c'est du plus. Au niveau de la fraude, elle est mieux catégorisée, elle est mieux gérée, on divise par deux nos taux de fraude, nos taux d'impayés, c'est que du plus. Et en plus de ça, on arrive à avoir des taux d'autorisation qui sont à la hausse. C'est-à-dire que ce n'est pas pour autant qu'on va mettre de la friction sur le parcours de paiement. On arrive à autoriser davantage de transactions, donc on a moins de pertes. Et ça passe pas seulement par des outils, mais également des échanges réguliers avec les émetteurs, avec nos PSP, avec les schemes, pour arriver à ce genre d'informations. Ça fait de nombreuses années qu'on essaye de viser la performance, on essaye toujours d'aller plus loin, on essaye toujours d'aller gratter ne serait-ce qu'un petit point d'autorisation supplémentaire, parce que derrière, il y a des milliers d'euros en jeu, et on y arrive petit à petit. Et donc, ce n'est pas sans rien, c'est savoir s'outiller, parce que la fraude, elle est toujours présente. Malheureusement, elle ne s'enlève pas, elle se déplace. Avec l'OSMP, avec des 3DS, on arrive à challenger beaucoup plus nos utilisateurs, mais on arrive à avoir des techniques de fraude beaucoup plus sophistiquées. Donc, il faut savoir s'outiller pour pouvoir lutter contre ça. Vous communiquez sur votre taux de fraude ou du moins son évolution? Alors, on ne communique pas exactement sur les taux de fraude. Ça, c'est des données un peu plus personnelles. Voilà. Mais au niveau des taux d'autorisation, on est à, on va dire, je sais pas, en brut à plus de 90% net. Enfin, donc voilà, on arrive à des objectifs qui sont, on est plutôt content. Ce qui nous intéresse beaucoup dans ces chiffres-là, c'est pas seulement de parler en net pour dire qu'on a 99% d'autorisation nette. Bon, c'est pas qu'on s'en fout, non, c'est qu'on a besoin de savoir ce qui se passe en brut. Est-ce qu'un utilisateur, il va finir par payer, mais est-ce qu'il a essayé 10 fois avant de payer? Et auquel cas, est-ce que c'est un problème qui est côté émetteur? Est-ce que c'est un problème qui est dans notre système de règles? Voilà. On essaie de comprendre, on analyse, on fait des investigations régulières pour essayer de s'améliorer là-dessus. Et au niveau des taux de fraude, c'est pareil, je ne pourrais pas communiquer dessus, mais on a des taux qui ont été divisés par deux. Et alors, c'est plutôt intéressant quand on voit les volumes qu'on processe aujourd'hui, c'est plus d'1 milliard en termes d'euros sur l'année, c'est toujours en croissance. Donc, on arrive à réduire ces fraudes alors que le nombre de transactions lui augmente. Donc, c'est tout bénef. Pierre Chassigneux, vous développez la solution BeConnect. Peut-être en 2 mots, rappeler ce qu'est BeConnect. Alors BeConnect, bonjour à tous, bonjour Perrine. BeConnect, c'est une solution d'authentification que je qualifie de one-click. En fait, l'objectif, c'est de se passer des mots de passe. En France, c'est 50 milliards de mots de passe qui sont saisis chaque année. Ces mots de passe, c'est un véritable cauchemar en termes d'expérience utilisateur. Mais au-delà du cauchemar de l'expérience utilisateur, c'est une véritable passoire en termes de sécurité, puisque c'est le phishing. Et donc tout l'enjeu, c'est d'avoir des alternatives entre guillemets, à la saisie des mots de passe. Et l'ambition de BeConnect, c'est ça. Donc BeConnect, c'est une JV entre les 5 plus grandes banques françaises, BNP Paribas, BPCE, Crédit Agricole LCL, Crédit Mutuel CIC, Société Générale. Ça regroupe 42 millions de personnes qui ont déjà, vous avez déjà tous BeConnect dans la poche sans le savoir, puisqu'il n'y a pas besoin de faire de KYC, il n'y a pas besoin de télécharger une app. En fait, on s'appuie, c'est la stratégie du coucou, on s'appuie sur l'app d'authentification bancaire que vous avez déjà. Mais comme on est en dehors de la DSP2, puisqu'on est dans le check-in, on n'est pas dans le check-out, on a rajouté un moteur d'intelligence artificielle qui fait que dans 80% des cas, simplement en cliquant sur le bouton BeConnect, vous allez accéder à votre service Internet ou votre compte client sur un site de e-commerce sans avoir à faire la moindre autre action que de cliquer sur le bouton BeConnect. Donc tout l'enjeu de BeConnect, c'est finalement de fluidifier et de sécuriser le parcours d'achat. On vient de le signifier, l'authentification c'est bien, mais c'est encore mieux quand elle est fluide, quand le parcours d'achat est le plus fluide possible. Je vais vous donner quelques ordres de grandeur. Il y a 70% d'abandon de panier quand un client est obligé de créer un compte client. Saisir son nom, son prénom, son adresse mail, vérifier son adresse mail, saisir un mot de passe, ressaisir son mot de passe. Oui, 70% de personnes abandonnent le panier. Ouais. Il y a 25% de personnes qui abandonnent le panier au moment de la saisie du mot de passe. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié leur mot de passe et qu'ils n'ont pas envie de faire le processus de changer de mot de passe. Et il y a environ 15% d'abandon de panier au moment de 3D Secure.
Donc le véritable sujet, c'est comment je limite. Vous voyez, l'authentification, ce n'est pas qu'un sujet de sécurité. Ce que je veux souligner, c'est aussi un sujet business. C'est un sujet de conversion. L'enjeu pour les e-commerçants, c'est si j'ai 100 personnes qui visitent mon site, il y en a combien qui vont payer à la fin, qui vont acheter un bien ou un service. Et donc l'authentification participe de cette fluidité et donc de cette conversion. Et donc c'est la raison pour laquelle BeConnect est la première solution qui fait aussi le lien entre le check-in et le check-out. Je m'explique. Je suis sur un site X ou Y, j'accède à mon compte client, je viens de sélectionner un produit à acheter, j'accède à mon compte client en un clic via BeConnect. Eh bien, avec une transaction CB, je vais transmettre à CB, au travers du directory server, le fait que le client a accédé à son compte client grâce à BeConnect. Nos amis de CB vont intégrer BeConnect dans le score et vont recommander du frictionless. Ça veut dire qu'au final, je vais fluidifier le parcours d'achat. Et c'est ça la clé. La vraie difficulté sur ces sujets-là, c'est de résoudre une équation entre la fluidité de parcours et la sécurité. On a énormément travaillé ces 4 dernières années avec BeConnect pour résoudre cette équation très difficile qui est à la fois un très bon niveau de sécurité et une extrême fluidité de parcours. Donc là, le lancement a été fait, le plan de déploiement, Pierre? Ouais, le lancement a été fait. Donc depuis maintenant une quinzaine de jours, les banques commencent à... Vous avez peut-être déjà reçu de la part de vos banques une information pour vous inviter à créer votre compte BeConnect. Pour votre information, la semaine dernière, on avait 2000 créations par jour de compte BeConnect. Donc ça y est, ça commence à partir. Et on a à peu près 25 enseignes qui ont signé déjà avec BeConnect, parmi lesquelles Leroy Merlin, Boulanger, Ouest France, Libération, Courir, Célio. Donc on a déjà un certain nombre de belles enseignes qui ont signé avec BeConnect et on va tout faire pour qu'on en ait de plus en plus. Parmi les innovations liées aux nouveaux moyens de paiement, un des enjeux, c'est évidemment de conserver le contrôle sur l'authentification, limiter la fraude, ça c'est tout ce qu'on développe. Parmi les innovations importantes qui arrivent en matière d'authentification, il y a le fameux wallet d'identité numérique européen prévu pour 2027. Comment, Pierre, se mettre en capacité justement d'authentification? Comment travailler sur ces nouveaux wallets? Alors ça, Perrine, c'est une grande nouvelle pour nous tous en tant que citoyens. Vous le savez, la Commission européenne travaille depuis des années sur la mise en place d'un wallet d'identité numérique européen. C'est en train d'arriver puisque c'est décembre 2026. 2026, 2026. début 2027. Voilà, Ouais. décembre, début 2027 pour les premières applications régaliennes du wallet d'identité européen. En France, c'est France Identité, c'est l'ANTS qui porte le wallet d'identité numérique pour la France. Et puis, il y aura autant de wallets européens qu'il y a de pays en Europe. Il y en aura potentiellement plus que ça, parce qu'il n'y a pas une limitation du nombre de wallets d'identité numérique européens. Ce qui est important aussi à avoir en tête, c'est qu'au-delà de décembre 2026 ou début 2027, en décembre 2027, il y a un certain nombre d'acteurs importants qui devront accepter les wallets d'identité numérique. Je pense notamment aux banques. Les banques, en décembre 2027, comme les assurances, comme les grandes plateformes e-commerce, devront accepter les wallets d'identité numérique européens. Je prends un exemple très concret. Ça veut dire, par exemple, on peut imaginer qu'un client d'une banque puisse préférer utiliser son wallet d'identité numérique pour accéder à son compte bancaire plutôt que d'utiliser la solution d'authentification proposée par sa banque. Donc vous voyez, là, il y a un enjeu considérable. L'intérêt de ce wallet d'identité numérique européen, au-delà de l'authentification, ça va être aussi de porter un certain nombre d'attestations, d'attributs d'identité. Par exemple, sa carte d'identité digitale, son permis de conduire, son certificat d'immatriculation, etc., son diplôme. Vous voyez, on va être dans un modèle, alors en plus un modèle user-centric, c'est-à-dire que toutes ces données, elles seront détenues par l'utilisateur dans son wallet d'identité numérique, et c'est lui, sous son consentement, qui décidera de partager tout ou partie de ses attributs d'identité ou ses attestations, comme on les appelle, à des tiers. Donc ça, c'est un point Je me demande si vous n'avez pas votre téléphone qui sonne. Voilà. très important qui va permettre effectivement à nous tous, finalement, de vivre avec ces wallets d'identité numérique européens, de digitaliser finalement sa vie de tous les jours. Voilà, je trouve que c'est un progrès très important et nous, on s'inscrit, on est en complémentarité. BeConnect, vous l'avez compris, c'est avant tout une solution d'authentification. Donc on ne veut surtout pas opposer BeConnect avec les solutions d'identité portées par les wallets d'identité numérique européens. On est complémentaires, on travaille main dans la main avec nos amis notamment de l'ANTS pour faire en sorte que BeConnect puisse, pourquoi pas aussi, faciliter la mise en œuvre des wallets d'identité numérique européens en France.
comment, du coup, la Société Générale Geoffroy se prépare à accepter ce nouveau wallet d'authentification d'identité numérique européen? Alors, sur le wallet européen, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, on y travaille en participant à des consortiums qui travaillent sur le sujet, ce qui nous permet de travailler en amont un peu sur les spécifications de comment ça va fonctionner, quelles sont les données qu'on va pouvoir récupérer. On essaye de faire le parallèle avec ce qu'on a déjà déployé ou d'autres projets en fait, qui sont également en cours, puisque la logique derrière, ça va être effectivement d'être capable de maîtriser l'authentification, maîtriser les données qui sont échangées pour maîtriser la fraude. On l'a vu en fait, et on le voit tous les jours. Aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la data qui nous permet de faire l'analyse de risque, de maximiser effectivement du frictionless pour avoir un parcours, une expérience utilisateur le plus fluide possible. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans ce wallet d'identité numérique européenne, il y a plein de questions, clairement, parce que on n'est pas sûr effectivement de l'implémentation qui sera faite. On ne sait pas effectivement exactement quel use case, si on va l'appliquer dans tous les use cases possibles, parce que ça va dépendre effectivement de plein de facteurs. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en cours de réflexion, d'analyse. On cherche effectivement à trouver des solutions. Donc on participe au consortium effectivement sur les spécifications. On fait des propositions qui sont plus ou moins retenues. Après, on va dire qu'il y a aussi la façon dont ça a été designé, pensé par le régalien, le régulateur, parce que c'est quelque chose qui est pensé pour être privacy by design. Donc ça veut dire que les données sont un peu moins échangeables, on va dire. Et donc c'est vrai que c'est un vrai sujet. Vous, l'enjeu, finalement, c'est de conserver un peu le contrôle de l'authentification? Côté banque, clairement, oui. C'est clairement un enjeu de conserver le lien avec le client, avec notre porteur. Ce qui veut dire qu'on veut conserver l'authentification, conserver ce lien pour gérer le risque. Et c'est vrai que le wallet européen est quelque chose qui va arriver, donc on y travaille. Mais il n'y a pas que le wallet européen. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on travaille peut-être un peu plus sur d'autres choses qui vont arriver. Par exemple, il y a Click2Pay, qui est d'ailleurs en démo, je crois, sur le stand de CB. Click2Pay, c'est le même sujet. C'est-à-dire qu'au début, quand ça a été présenté, voilà, c'est un wallet. Comment on l'utilise? Comment on fait une authentification forte? À quoi il sert? Donc effectivement, ça peut être un wallet, on va dire, comme un autre. Par exemple, un PayPal, on enregistre la carte. Sauf que là, effectivement, l'idée, c'est quand même que l'authentification se passe de manière le plus fluide possible. Mhm. Et donc, par exemple, sur Click2Pay, on a réfléchi assez tôt au sujet. Et par rapport à ce qui peut être présenté, on va dire, par les acteurs qui ont pensé le produit, sur la place française, on a fait des propositions pour l'adapter. Et aujourd'hui, sur le Click2Pay, on travaille à proposer une solution, on va dire agnostique, plus agnostique. J'allais dire française, mais ce n'est pas que française, elle est vraiment agnostique. Mais en tout cas, une solution où on a la maîtrise de l'authentification, on a la maîtrise de la relation avec le client, et tout ça dans le cadre de la lutte contre la fraude. Il faut que ça nous permette, dans tous les cas, à l'avenir, de répondre à ce sujet de lutte contre la fraude, puisqu'effectivement, il ne faut pas que, parce qu'on a une nouvelle méthode d'authentification qui arrive, il y a un risque, comme à chaque nouvelle méthode. Il ne faut pas qu'effectivement la fraude redémarre, remonte de manière trop importante. Donc on pense le sujet un petit peu en amont et on travaille pour proposer une solution. Je pense que c'est quelque chose qui arrivera peut-être un peu plus l'année prochaine. Toutes les banques de la place française y travaillent pour avoir une fluidité dans le parcours. Donc par exemple, aujourd'hui, on réfléchit beaucoup à FIDO, en méthode d'authentification, un standard qu'on compte intégrer, tout en ayant cette logique de lutte contre la fraude, fluidité de parcours, parce qu'il faut que pour que le produit fonctionne, qu'il y ait une certaine fluidité, tout en respectant effectivement le niveau de risque. Et donc ça, c'est aussi parce qu'on, voilà, à force d'échanger sur la place avec les marchands, on voit quelles sont leurs préoccupations. Ce sont aussi nos porteurs, hein. Donc la préoccupation, c'est la même. Le but, c'est quand même effectivement que les taux de transformation soient bons de manière globale.
Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup là-dessus, de façon à améliorer l'expérience utilisateur, tout en prenant en compte le risque et en essayant de limiter ce risque. Et bien sûr, par rapport à la réglementation des SP2, comme des SP3, on a l'obligation en fait de nous avoir la responsabilité. Donc pour ça, ça veut dire que c'est nous qui maîtrisons l'authentification. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Aujourd'hui, beaucoup de banques ne veulent pas de délégation. On veut maîtriser cette authentification pour maîtriser la relation avec nos clients. Samuel, du coup, quel rôle joue CB dans tout cet écosystème? On a parlé de Fido, Click2Pay, peut-être si vous pouvez un petit peu développer aussi ces solutions. Oui, enfin, peut-être plutôt, moi, c'est vis-à-vis de l'authentification. Et là, notre rôle, il est assez clair. Je pense que chez CB, on s'inscrit pleinement dans ce que disait Geoffrey, où on n'est clairement pas aujourd'hui dans un... Enfin, on est dans un modèle plutôt, je dirais, où c'est l'émetteur qui va gérer l'authentification de paiement de son porteur et c'est lui qui garde cette relation directe. Maintenant, nous, CB, on peut les accompagner dans la mise en œuvre. Voilà, enfin, Click2Pay, c'est même pas une méthode d'authentification, c'est une manière de payer, c'est l'ouverture d'un wallet. Donc chez CB, on va mettre ça en œuvre. On peut les accompagner sur la mise en œuvre de Fido, mais globalement, après, notre rôle, et là, d'un point de vue fraude et opérationnel, ça va être de les aider à prendre la meilleure décision possible. Et là, j'en parlais un peu avant. En fait, on revient à ce qu'on a mis en place depuis de nombreuses années déjà, qui est le scoring sur le 3DS. Donc l'évaluation du risque en temps réel pour prendre la bonne décision. Et ces décisions, elles peuvent être un peu multiples, j'y reviendrai après, mais voilà, là-dessus, je m'inscris également dans ce que disaient Aymeric et Geoffrey, c'est les données sont extrêmement importantes pour ça, et d'ailleurs pour ça on remercie, aujourd'hui c'est Aymeric qui est là, qui représente nos e-commerçants, mais on les remercie aussi pour les efforts qu'ils font dans les données qu'ils nous transmettent. C'est important aussi de rappeler que ces données, elles sont traitées toujours dans le cadre du RGPD, pas à but mercantile, clairement ici on parle de protection du consommateur, et c'est hyper important. Et donc ça, c'est ce qu'on fait à travers l'évaluation du risque en temps réel. Et là-dessus, chez CB, pour continuer à sécuriser ces parcours d'authentification, on a clairement un axe sur lequel on mise, enfin deux, du coup, il y a la donnée, et le deuxième, ça va être l'innovation. Et donc l'innovation, ça se traduit de manière concrète dans ce qu'on a mis en œuvre. 2024, c'est avec STET et aussi avec Fidzaï, la mise en œuvre du machine learning en temps réel pour aider à l'authentification, pour détecter la fraude, pour pousser le frictionless, sur lequel on a vu des bénéfices immédiats en termes de baisse de la fraude. Pour vous donner un ordre de grandeur, donc c'est plus de 150 millions d'authentifications qui sont scorées chaque mois. Et pour chaque authentification, on a 150 paramètres qui vont être évalués en moins de 80 millisecondes pour apporter un élément de décision à l'émetteur, qui aura toujours la décision finale, et qu'elle puisse être la plus pertinente possible. Je me permets juste une petite digression là-dessus, parce que j'avais eu des questions à ce sujet, et que je sais que ça peut un peu intéresser. On parle d'IA et d'authentification, là, dans cette table ronde. Quand on pense à IA, on pense forcément à IA générative, donc qui est basée sur une technologie, enfin moi ce que je considère comme une technologie qui sont les large language models. Quand on parle de détection de fraude en temps réel, dans le cœur du moteur aujourd'hui, ce n'est pas ces technologies-là qu'on utilise. On va plutôt utiliser des algorithmes de machine learning qui existent depuis plusieurs années maintenant, qui restent évidemment innovants, mais ce n'est pas forcément les LLM, une technologie qui va être adaptée à la détection de fraude en temps réel, parce qu'on a des impératifs de temps de détection, et en plus on n'est pas dans de la création de texte. C'est plutôt des analyses de ce qu'on appelle des données tabulaires qui sont assez bien rangées. Même là-dessus, j'ai vu passer pas mal d'annonces autour de large tabular model qui pourraient aussi amener une nouvelle donne. Bon, je le dis modestement parce que peut-être que dans un an, je dirais le contraire, les choses évoluent vite, mais encore aujourd'hui, je ne suis pas convaincu que ce type de modèle soit le plus adapté pour ce qu'on fait et qu'un modèle qui a été entraîné sur un ensemble extrêmement large de données diverses et variées va mieux marcher que nos modèles qu'on entraîne spécifiquement sur notre fraude pour répondre à un cas bien précis. Donc voilà, ça c'est la première innovation, machine learning en temps réel, c'est extrêmement important. Depuis, on est allé plus loin. Début 2025, on a mis en production ce qu'on appelle, enfin on a lancé ce qu'on appelle la device intelligence. C'est une idée assez simple, c'est l'idée qu'en gros, c'est des appareils, j'en ai pas des centaines, et savoir que c'est mon appareil qui a initié une transaction, c'est un facteur de confiance extrêmement fort. Pareil, pour expliquer aussi un peu, en fait, on parle d'authentification. Aujourd'hui, malheureusement, l'authentification forte, elle n'empêche pas la fraude. Et ça fait de nombreuses années que les fraudeurs se sont adaptés à l'authentification forte. Et de manière concrète, ce qui se passe très souvent, c'est qu'on a un fraudeur qui va initier un paiement, on va dire un paiement chez un commerçant X pour, par exemple, 600 €. Et dans le même temps, il va appeler le porteur légitime en lui disant « Attention, vous avez un paiement de 600 € qui est en cours, qu'on suspecte d'être de la fraude. Ne vous inquiétez pas, on s'en est rendu compte, mais vous allez recevoir une notification et vous allez devoir valider cette notification
pour annuler le paiement. Et en fait, là, vous comprenez bien que le porteur qui se fait tromper, mais manipuler comme ça paraît simple, mais ils vont très loin dans les techniques de manipulation. En fait, c'est le porteur qui, à son insu, valide lui-même l'opération. Mais dans ce cas-là, ce qui est important à comprendre, c'est que l'appareil utilisé pour s'authentifier, c'est bien l'appareil du porteur, mais l'appareil utilisé pour initier la transaction, c'est celui du fraudeur. Et donc, être capable de comprendre tout simplement, en gros, quand j'initie un paiement, est-ce que c'est avec mon appareil qu'on a vu 15 fois avec ma carte ou est-ce que c'est un nouvel appareil? C'est un facteur très fort de détection de fraude. Et donc là-dessus, ça va être pareil. C'est des algos de machine learning en temps réel qui vont analyser aujourd'hui les données techniques qui nous sont fournies par les commerçants pour donner des réponses assez simples du style combien de fois j'ai vu ce device avec cette carte. On l'exploite dans notre évaluation du risque en temps réel. Ça bénéficie pour donner du frictionless si c'est un device habituel, par exemple. Ça bénéficie pour stopper les fraudes quand on est face à des tentatives de fraude. Donc ça, aujourd'hui, c'est live. Pareil, 100% des demandes d'authentification qui sont faites avec CB bénéficient de ce processus, bénéficient de ce scoring amélioré. Et donc, on disait l'innovation, l'autre mère des batailles, les données. Et ça, on y travaille aussi en partenariat avec les émetteurs. Aujourd'hui, on a une possibilité qui s'appelle le 3DS méthode URL. Bon, c'est son nom technique, mais qui permet à l'émetteur d'aller collecter des données techniques directement sur le device qui est utilisé pour initier le paiement. Ça nous permet d'aller plus loin, ça nous permet de donner des scores de confiance au device, ça nous permet de nous affranchir un peu des limites du 3DS V2 qui est riche, qui nous a beaucoup aidé, mais on voit qu'on peut aller plus loin. Et là, pareil, Geoffrey le sait, il est en première ligne là-dessus. On travaille avec les émetteurs pour que les émetteurs collectent des données en temps réel au moment du paiement. Ils vont les utiliser pour eux, évidemment, puisque voilà, c'est la fraude de leur porteur qui gère. Mais ils vont nous les transmettre aussi pour que ça bénéficie, si vous voulez, dans une base qui sera anonymisée, sans données concurrentielles, c'est important, qui sera interbancaire avec une vision sur l'ensemble des appareils pour générer les paiements et qui va nous permettre, c'était un peu la question en intro, est-ce qu'on peut continuer sur la tendance de baisse de la fraude? Oui, on est convaincu qu'on le peut, on a eu moins 15% l'an dernier, forcément ça veut dire qu'on a encore de la marge et c'est par ces innovations qu'on parviendra à aller plus loin et à avoir encore de meilleurs résultats en termes de fraude. Les fraudeurs innovent au moins aussi vite que vous, sans doute. Ils innovent, oui, bien sûr, ils innovent, mais on voit que en fait, quand on fait des choses solides en face, si vous voulez, peu importe qu'ils aient des outils qui les aident à faire mieux, quand on arrive à faire transiter des données qui vont être utiles, qui sont bien utilisées, évidemment dans un cadre réglementaire solide, en réalité, peu importe les manipulations qu'ils mettent en place, ça laisse des traces et on est capable de les détecter. Quand on a les outils pour, on voit les résultats que ça donne aujourd'hui. Un des enjeux juste pour compléter, c'est vrai que sur la fraude, le but, c'est pas juste de détecter finalement de la fraude. Là, avec effectivement la solution DEEP de CB, le but, c'est d'aller détecter aussi le vrai porteur, le porteur légitime. Parce que c'est ça, en fait. Si on est sûr que c'est le porteur, il n'y a plus de sujet. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est là où on a effectivement un risque, parce qu'on a effectivement de l'ingénierie sociale. C'est la majorité de la fraude aujourd'hui d'achat sur Internet. Clairement, nos clients se font avoir. C'est eux qui valident, effectivement. Donc, comme disait Samuel, c'est bien le terminal du client qui a validé. Mais quand on regarde après coup, on se rend compte qu'effectivement, dans beaucoup de cas, ce n'est pas le client du terminal qui initie l'achat. Et c'est là où, effectivement, la solution DEEP va nous permettre d'améliorer ça. Et donc, si on améliore cette partie-là, on devrait réussir encore à faire baisser la fraude de manière globale. Oui, juste, et Émeric, parce que ce que disait un peu Pierre tout à l'heure était important aussi, parce qu'un des enjeux pour le Bon Coin, c'est d'éviter la complexité des process d'authentification pour éviter de faire fuir les clients. Donc, du coup, vous, à quelles innovations vous travaillez pour éviter cette fuite de clients tout en maintenant un haut niveau d'authentification? Oui, alors on pourrait se dire effectivement, pour un site e-commerçant, le mieux c'est de mettre du 3DS partout, comme ça sécurise le business. C'est faux. On ne peut pas y arriver parce que si on met trop de friction, on va perdre le client, comme vous l'avez dit, et du coup on va perdre du business. Donc le but c'est de trouver le meilleur palier entre à quel moment je déclenche du 3DS et à quel moment je ne le fais pas. Surtout qu'on n'a plus la main dessus, donc on va juste faire des recommandations auprès des émetteurs. Juste être entre authentification forte et frictionless plutôt que 3DS, non 3DS. Oui, pardon. Oui, effectivement. Donc, du coup, juste pour parler du challenge 3DS, on n'a plus vraiment la main dessus, donc du coup, on a besoin d'envoyer un maximum d'informations. Ça revient sur ce qu'on disait au niveau de la data. Mais à quel moment on fait l'analyse de se dire, dans telle circonstance, je vais demander du challenge 3DS? Ça passe par beaucoup d'investigations. On passe énormément de temps à essayer de comprendre nos utilisateurs, parce qu'on est les mieux placés pour comprendre nos utilisateurs. On a les mêmes clients avec les émetteurs. Donc le but du jeu pour un utilisateur, c'est quand il clique sur payer,
c'est que ça fonctionne. Mais derrière, lui, il veut travailler sur l'instantanéité, il veut que tout soit disponible tout de suite. Donc, qu'est-ce que nous, on peut mettre en place? On va essayer de travailler avec carte bancaire principalement, mais aussi avec les autres schemes, avec les émetteurs, avec les PSP, pour essayer d'avoir un partage d'informations maximum pour essayer de proposer le frictionless dans le moindre des cas. On va le mettre pour se protéger du risque, par exemple sur des montants, où là, on se dit, nous, le Bon Coin, on ne peut pas se permettre de laisser du frictionless sur des paniers qui sont trop élevés parce qu'on s'expose trop au risque, donc on ne peut pas le faire. Mais c'est juste de l'investigation derrière qui va nous permettre de trouver le bon curseur. Derrière, le but, c'est pas aussi de savoir s'il y a de la friction ou pas au cours du paiement, c'est de comprendre si celui qui initie la transaction est bien le réel porteur de la carte. Est-ce que c'est la vraie personne qui souhaite faire l'opération? Nous, à notre niveau, on ne peut pas vérifier ça, on n'a pas tous ces éléments-là, on voit juste le paiement. S'il y a eu un challenge 3DS qui est validé, on part du principe que la transaction, elle est clean. Du coup, on pense moins sur la question. Mais il faut qu'on aille beaucoup plus loin que ça. Il faut qu'on prenne le parcours sur toute la transaction. Il faut qu'on comprenne à quel moment l'utilisateur s'est connecté à son compte. Est-ce qu'il se connecte d'une IP qui est déjà connue? Est-ce qu'il se connecte pour la xème fois depuis une IP à Marseille, après à Paris et à Lyon? Et dans ce cas-là, il y a un facteur de risque. Ensuite, au niveau du login, est-ce que ces logins ont déjà été utilisés à droite à gauche ou au contraire non? Ouais. Avant d'arriver sur la page de paiement. Donc c'est vraiment tout le flow qu'il faut prendre en compte pour pouvoir agir correctement au niveau du paiement. Donc on se pose beaucoup la question, nous en interne, pour essayer d'échanger régulièrement avec nos équipes au niveau de l'authentification. Donc là, je parle d'authentification de compte, pas de niveau d'authentification au niveau du paiement, pour essayer aussi de sécuriser les utilisateurs et puis pour donner une bonne image aussi auprès des utilisateurs du Bon Coin, en disant, voilà, vous pouvez vous connecter, vous pouvez venir payer sur la plateforme, vous êtes chiffré et scoré de bout en bout, donc ça rassure aussi l'utilisateur. Donc c'est ça aussi le message qu'on essaie de faire passer, c'est qu'on a beaucoup d'équipes qui sont mises en place pour améliorer ce processus et ça arrive petit à petit. Samuel, j'aimerais maintenant qu'on essaye de se projeter un peu sur les 5 années à venir, sur les risques émergents de ces 5 prochaines années. Comment les anticiper et être ainsi plus dans une logique finalement créative plutôt que de subir l'essor des nouvelles technologies et notamment des nouvelles technologies de fraude. Donc à l'horizon 2030, quels sont vous les risques que vous avez identifiés en matière de fraude et comment évidemment CB s'y prépare? Ouais, donc les choses évoluent vite et 2030 c'est assez loin quand même en termes de fraude, mais si on se prête un peu à l'exercice, bon, voilà, je pense que le premier sujet, celui que tout le monde a en tête aujourd'hui, ça va être le commerce agentique. Voilà. Bon, il y a des gens qui sont mieux placés que moi pour vraiment savoir à quel point ça va fonctionner, quel va être son essor et dans quel cadre. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore tout à fait sèches aujourd'hui, plein de choses qui vont évoluer, ça n'empêche pas de faire un peu l'exercice et de se projeter et d'imaginer un peu ce qu'il pourrait y avoir. Donc quand on parle de paiement agentique, la grande nouveauté déjà, ce serait que l'acte de paiement ne serait plus fait par un humain, il serait fait par un agent. Et donc là, ça change beaucoup de choses par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, puisque clairement, nous, CB, quand on intervient, on va évaluer le risque au moment du paiement. Et donc, première chose, c'est que quand on parle de paiement agentique, ça introduit une nouvelle notion, quelque chose qui va être fondamental, qui est celle du mandat. Comment on sécurise le mandat? Ouais, et donc en gros, c'est plus l'humain qui paye, c'est l'humain qui donne un mandat à un agent pour que lui aille payer ensuite. Et donc en fait, côté fraude, côté évaluation du risque, il y a un premier point qui va toujours nous intéresser, c'est ce que fait l'humain. Et donc on pourra avoir un nouveau type de fraude, mais qui est la même fraude qu'aujourd'hui, c'est juste en gros, au lieu qu'un fraudeur paye avec la carte d'un tiers, c'est un fraudeur donne un mandat à un agent avec la carte d'un tiers. Et donc là, ça veut dire qu'en évaluation de risque, il faut qu'on remonte un petit peu dans la chaîne, et il va falloir qu'on réfléchisse à comment on sécurise ce mandat. Comment est-ce qu'on fait pour que, super, on a très bien sécurisé le paiement aujourd'hui, c'est compliqué pour un fraudeur de payer avec la carte d'un autre, que ça ne soit pas hyper simple, juste d'aller voir un agent et lui donner un mandat pour qu'il fasse le même paiement derrière en bout de chaîne. Donc il va y avoir déjà ça, ce point-là auquel on devra réfléchir. Deuxième cas qu'on pourrait imaginer ensuite, c'est les agents fraudeurs, entre guillemets. Donc on sait qu'aujourd'hui, il y a des commerces typiquement, qui sont montés, des faux sites, que pour faire de l'arnaque et en gros où des porteurs de bonne foi vont aller faire des paiements mais qui en fait vont pas leur permettre d'obtenir ce qu'ils veulent. C'est une forme de fraude aussi. On pourrait imaginer que, mais ça je sais pas dans quelle mesure il y aura beaucoup d'agents qui seront fournis ou pas, il y a des agents fraudeurs qui soient faits pour duper les gens. Et donc en gros je donne un mandat à un agent pour qu'il m'achète un téléphone, un smartphone à tout hasard. En fait cet agent il a été fait par un fraudeur, il va aller acheter un smartphone mais il va le livrer au fraudeur derrière, quoi. On pourrait imaginer qu'il y a des choses comme ça. Ça, il faut qu'on arrive à le découvrir aussi. Donc c'est comment on s'assure que c'est bien des agents, entre guillemets, légitimes qui font les paiements au nom des porteurs. Et puis, troisième point, là pareil, c'est prospectif, on verra comment ça va se passer aussi.
Si on revient au point que j'évoquais avant, aujourd'hui, il y a des sites, on va dire, voilà, parlons de sites internet, qui sont montés pour tromper les gens pour qu'ils fassent des paiements dessus. Si demain, c'est les agents qui font les paiements, on peut imaginer qu'il y ait des sites qui soient montés, non plus pour tromper des gens, mais pour tromper des agents. Ben ouais, ça pourrait être simple. En gros, là, le paiement, l'agent, pardon, il a le mandat pour payer, il a la carte, il a tout ce qu'il faut, il a authentifié machin, il est libre pour aller faire l'achat. Est-ce qu'il y a pas, il ne va pas analyser les choses avec l'œil d'un humain, forcément, c'est des éléments différents qu'il va regarder. On peut imaginer qu'il y a des gens qui réfléchissent à comment je dupe un agent, comment je lui fais croire qu'il est sur le site de tel commerçant qui vend des smartphones, mais en fait, il est sur un autre. Là, il faudra intervenir un peu plus en bout de piste, entre guillemets, pour voilà, vérifier. Là-dessus, on est assez bien placé parce qu'en fait, on a les données sur les commerçants. Et pour accepter des transactions cartes, on est obligé d'ouvrir un contrat avec une banque. C'est des choses quand même qui sont assez bien fléchées, entre guillemets, ouais, dans les données qu'on analyse. Et donc, ça serait voilà, vérifier que si je vois qu'il y a tel commerçant qui a des taux de fraude à 80%, bien sûr, on va se poser des questions dessus. Le risque supplémentaire que ça amène, c'est que tromper des humains, c'est une chose. Tromper des agents, si ça arrive à être fait de manière massive, ça peut faire des dégâts rapidement. Donc, il faudra qu'on s'y prépare. Dernier point, je dirais, qui va être important, mais qui est déjà bien entamé en réalité, ça va être tout ce qui aura lieu à la tokenisation aussi. On sait que ça va beaucoup se développer, logiquement, d'ici 2030. Chez CB, voilà, on propose des services autour de la tokenisation, aussi autour du PAN. On offre les deux. Néanmoins, l'usage du token devrait se généraliser. Et donc là, je dirais qu'il y aura deux choses qui vont être importantes. La première, elle est déjà en place. Si vous voulez, nous, au niveau du scoring, quand on score, on va toujours faire en sorte de détokeniser avant de scorer. En fait, le point, il est assez simple. C'est qu'aujourd'hui, si une personne paye avec 3 tokens différents chez 3 commerçants, si on ne détokenise pas, on va croire que c'est 3 personnes différentes qui ont fait l'achat. Alors que détokeniser avant, ça nous permet de retrouver un peu le fil et resuivre ça. Et ça, c'est hyper important pour détecter les scénarios de fraude. Et dernier point, là pareil, qui peut être mis en œuvre relativement rapidement, c'est la maîtrise de ces tokens. Et donc non plus évaluer le risque sur les transactions, mais aussi mettre en sorte d'évaluer le risque en temps réel. Et c'est déjà fait dans une bonne partie. Quand on fournit les tokens, pour être sûr qu'on ne fournit pas les tokens à une personne ou à un agent, en l'occurrence malveillant. Pierre, le commerce argentique, il représentera au moins 20% du commerce mondial, je crois, d'ici 2030. Oui, c'est ce que les experts annoncent, à peu près 20% du commerce mondial. Moi, je pense qu'on est à l'aube, entre guillemets, d'une révolution sur le commerce. Moi, je pense que ce n'est pas du tout anecdotique. Le commerce argentique, à mon avis, ça va aller beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Samuel vient de l'expliquer très clairement, c'est un nouvel écosystème de confiance. Ce sont des agents multiples. Pour moi, il y a un agent au cœur du dispositif qui est l'agent IA transactionnel, celui qui va gérer vraiment la transaction pour le compte d'un utilisateur. Puis ensuite, il y a de multiples agents, les agents qui vont faire de la recherche. Je veux par exemple un smartphone, comme le disait Samuel. Je vais aller chercher le smartphone qui correspond aux besoins du client. Donc ça, ce sont des agents IA de recherche, très différents des agents IA transactionnels. Et donc ça pose une véritable problématique de confiance de ce nouvel écosystème. Qui va certifier les agents IA? Ça, c'est fondamental. Le fameux agent IA transactionnel qui va reconnaître la légitimité, entre guillemets, de cet agent. Je parlais des agents IA de recherche. Qui, là aussi, va certifier sur quels critères on va certifier effectivement ces agents IA de recherche. Et puis, il y a la gestion des mandats, ce que Samuel a expliqué aussi. Et je pense que là, il y a deux approches un peu différentes. Si on s'intéresse un peu à ces sujets-là, il y a une approche très anglo-saxonne où, quelque part, on fait confiance, en gros, je vais dire, commande-moi un billet d'avion demain pour Paris-Nice entre 16h et 17h. Et puis on dit, allez, l'agent va reconnaître mon device, il va faire du device fingerprint, et puis il va gérer ça tout seul. Très sincèrement, je ne pense pas que payer tout seul. Je ne pense pas que ce modèle-là soit celui qui sera prédominant en Europe. En Europe, je pense qu'on a d'abord on a aux États-Unis. On a de la régulation, on a la DSP2, la DSP3. Et donc, la gestion des consentements des mandats, à mon avis, c'est un sujet absolument majeur. Nous, on s'intéresse à ça au niveau de Biconnect, parce que Biconnect, c'est, entre guillemets, un ID provider qui serait en capacité demain de gérer justement ces mandats. C'est-à-dire, du coup, comment vous accompagnez, vous anticipez la sécurisation? Voilà, c'est-à-dire comment, effectivement, Biconnect pourrait s'interfacer demain avec des agents IA transactionnels. Je prends encore l'exemple de la commande du billet d'avion Paris-Nice demain entre 16h et 17h. OK, l'agent IA a trouvé cette proposition. Nous, on considère qu'à un moment donné, il faudra valider cette proposition, que l'utilisateur soit dans le processus de validation. OK, d'accord, il y a un vol demain à 140 € à 17h de Nice pour aller jusqu'à Paris. Est-ce que vous êtes d'accord pour le valider?
Donc il y a une notion de validation. Et donc là aussi, ce qui est fondamental sur ces sujets, c'est l'UX. C'est-à-dire qu'il faut arriver à résoudre toujours la même équation. C'est-à-dire avoir un bon niveau de sécurité, un bon niveau de confiance et une UX qui ne soit pas contradictoire avec l'objet finalement de la fluidité des parcours. Moi, personnellement, je pense que c'est tout à fait jouable, c'est tout à fait faisable. Mais voilà, encore une fois, le commerce agentique est de nature à rebattre complètement les cartes. Le commerce agentique, c'est une solution qui permet de remettre en relation directe les producteurs aux consommateurs. Si on réfléchit un peu au commerce agentique, on peut se demander à quoi servent les plateformes. Non, mais je ne plaisante pas en disant ça. C'est une capacité de vraiment de repenser complètement le modèle du commerce classique qu'on a l'habitude de connaître et aussi de revoir le modèle économique. Aujourd'hui, les plateformes, entre guillemets, c'est 15 à 20% du prix d'un produit qui sont gérés par ces plateformes. Si demain, vous allez directement des producteurs aux consommateurs, vous imaginez la différence du modèle économique que vous êtes en capacité de mettre en œuvre. Donc tout ça pour dire, ça sort de mon rôle, entre guillemets, de Biconnect. Mais ce qui est intéressant, je trouve, dans ce genre de réflexion, c'est d'aller un peu plus loin que le seul sujet du paiement, le seul sujet de l'authentification ou de la gestion des consentements. C'est-à-dire, finalement, ce nouvel écosystème de commerce agentique pose un certain nombre de problématiques fondamentales qui vont du modèle économique jusqu'à, encore une fois, ce sujet d'écosystème de confiance. Et ce que je voudrais, parce que moi, je suis un vieux, entre guillemets, j'ai connu, par rapport à ce que disait Samuel, le commerce électronique au début des années 2000. Début des années 2000, on n'avait pas du tout pensé le paiement avec le commerce électronique. Résultat des courses, on avait 0,3% de fraude, c'est-à-dire 10 fois plus que ce qu'on a aujourd'hui. Ce n'est pas divisé par 2, comme disait, ça a été divisé par 10 par rapport à ce que j'ai connu. Pourquoi ça ? L'importance de l'anticipation. Parce qu'on n'avait pas du tout anticipé l'utilisation de la carte dans le commerce électronique. On n'a fait que réagir. Il est hors de question, très sincèrement aujourd'hui, compte tenu de l'expérience qu'on a pu avoir les uns et les autres sur ces sujets, qu'on reproduise les mêmes erreurs avec le commerce agentique. Donc le sujet de la réflexion en amont, de se dire finalement qu'est-ce que je vais devoir faire maintenant dans ces nouveaux écosystèmes pour augmenter, garantir ce niveau de confiance, c'est maintenant qu'il faut poser les bases, c'est maintenant que les régulateurs doivent s'en emparer. Nous, la force qu'on a, et encore une fois, on dit toujours la régulation européenne, etc. Non. La régulation européenne sur des sujets comme ça, elle est fondamentale. Donc on a la chance d'avoir un régulateur européen qui connaît parfaitement bien aussi ces sujets. C'est aussi avec lui que l'ensemble des partenaires de cet écosystème doivent discuter pour mettre en place les bases d'une confiance, d'une forte confiance dans le commerce agentique. Moi, personnellement, je suis très optimiste. Je pense que si tout le monde s'y met, on est capable de construire des écosystèmes de commerce agentique de confiance et qui soit tout à fait intéressant et fluide et sécurisé pour les utilisateurs. Ce n'est pas du tout antinomique. Ouais. Émeric, comment vous anticipez justement sur ces questions ? J'imagine que c'est une préoccupation du quotidien. Bien sûr. En fait, ça va être un vrai game changer de toute manière. On va se retrouver... en gros, ça fait des années que nous, on travaille sur un scoring pour identifier nos utilisateurs. On va se baser sur la navigation, sur les actions qu'ils vont avoir sur le site, etc. pour essayer de modéliser un peu un schéma. Demain, ça va être un agent qui fera plus d'erreurs humaines, ce qui nous permettait des fois de détecter la fraude à un niveau. Donc ça nous fait, on est un peu inquiet mine de rien parce qu'on va se retrouver avec quelque chose de nouveau et qu'on ne maîtrise pas. Donc aujourd'hui, c'est un peu, c'est pas très clair encore. On en parle beaucoup, on écoute, on participe à des conférences pour en savoir plus, mais ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que les modèles qu'on a mis en place vont être complètement obsolètes. Il va falloir réattribuer des modèles alors qu'on travaille sur des machine learning, on travaille avec de l'IA pour essayer d'aller encore plus loin. Donc là, tout va être mis en cause. Donc c'est du travail, ça ne viendra pas comme ça. On est toujours à réagir après la fraude. Les fraudeurs ont toujours un temps d'avance sur nous. Et là, ça peut aller très vite sur des gros montants. Donc il faut qu'on soit ultra réactif là-dessus. Donc oui, il y a énormément de travail à faire. On en parle beaucoup en interne. On se renseigne beaucoup pour essayer d'être les premiers en tout cas à déclencher quelque chose pour mieux les identifier et voilà, être très réactif là-dessus. Et vous, à la Société Générale, comment dans ce contexte vous travaillez à garder justement ce dont on a parlé, le contrôle du paiement et le lien aussi peut-être avec vos clients porteurs de cartes ? Il y a beaucoup de liens à conserver, à maintenir et c'est aussi, j'imagine, des questions c'est vrai que c'est un sujet où, comme tout le monde, on en parle beaucoup, on réfléchit beaucoup. Aujourd'hui, on commence effectivement
on va dire, certains, un peu en interbancaire, avec certains acteurs, à réfléchir à une solution pour justement maintenir ce lien avec notre client, contrôler l'authentification qui peut être faite, maintenir le niveau de risque, parce qu'effectivement, comme le disait Samuel, hein, il va y avoir il y a tellement de possibilités, en fait, de nouvelles possibilités de fraude. On ne les imagine pas toutes aujourd'hui, mais il va y en avoir, c'est sûr. Donc il faut qu'on arrive à penser le système dès le début, suffisamment robuste pour éviter effectivement une grosse partie de la fraude. Maintenant, on ne peut pas non plus avoir un système où, effectivement, comme on n'aura pas complètement la main, on ne saura pas trop faire de l'authentification systématique. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on soit capable d'avoir une fluidité dans le parcours, maintenir une fluidité dans le parcours. Aujourd'hui, nos porteurs, les clients ont l'habitude en fait, d'avoir une certaine fluidité. On fait beaucoup de frictionness. On ne peut pas du jour au lendemain revenir dans un monde où on fait une authentification forte systématique. Ça ne passera pas. Si on en arrive là, clairement, on sait qu'il y a d'autres acteurs ailleurs qui proposeront des solutions avec plus de fluidité. Donc on veut garder nos clients quand même, hein, on veut garder cette relation. Donc on travaille justement à réfléchir à ça, c'est en cours. On va essayer de trouver une infrastructure qui convienne si possible à tout le monde. Parce que l'idée aussi, là, c'est... Sur l'agentique commerce, c'est assez compliqué parce que on voit plusieurs possibilités. Aujourd'hui, effectivement, dans toutes les présentations qui ont été faites, souvent, en fait, c'est juste... on utilise un chat GPT pour faire une recherche. Bon, oui, un chat GPT, ça n'a rien de plus qu'un Google qui nous liste un marchand, Oui, puis okay, après, un produit, on regarde le clique contrôle dessus, sur le paiement, et en l'achat, fait, on tombe etc. sur le paiement, c'est nous qui faisons. Ça, c'est pas de l'agentique commerce tel qu'on l'imagine. L'agentique commerce, c'est vraiment quand l'agent va devenir autonome. Et donc, ça veut dire qu'on donnera mandat. Et c'est à partir de là où il va y avoir des vraies réflexions. Parce que ce mandat... Ça existe déjà un peu. Il y a des démos qui existent ici en France, en Europe, ça existe déjà un peu aux États-Unis. Ça commence, mais effectivement, après, les États-Unis, c'est un peu à part. Comme disait Pierre, aujourd'hui, les États-Unis, bon, quand ils font quelque chose, même sur la fraude, c'est intégré dans leur business case, la fraude. Il y en a, c'est normal. En fait, on paye un service et dedans, il y a la fraude qui est incluse. Ce n'est pas le cas de l'Europe. Et effectivement, on sait que sur ces agents, l'Europe, ils se posent la question eux-mêmes. Comment je vais faire pour faire passer des transactions qui respectent la réglementation? Et donc, ça veut bien dire qu'il faut que l'écosystème réfléchisse à une solution qui apporte de la sécurité, de la confiance, parce qu'effectivement, il va falloir avoir une sacrée confiance pour donner un mandat à un agent, en s'assurant que ce soit bien ça qui soit exécuté par la suite au niveau du paiement, et donc il y a aussi une confiance après dans le paiement, dans les rails utilisés. Donc c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on est pas mal à s'y intéresser actuellement. C'est clairement pas sec aujourd'hui. Et on aura certainement aussi besoin effectivement du régulateur. Parce qu'on voit bien quand même que par rapport aujourd'hui à notre réglementation, la façon dont on nous impose de l'authentification forte ou pas, on voit bien qu'il y a des cas, on imagine des cas en fait, avec les agents qui, on n'est pas sûr que ça rentre bien en fait par rapport à bien dans le cadre encore, ouais. Tout à fait. Donc il y aura des adaptations à faire obligatoirement et je pense que c'est l'intérêt d'y travailler assez vite pour trouver ces cas et être capable effectivement de remonter et ensuite travailler aussi avec les régulateurs là-dessus. Mais ça va se développer, ça c'est sûr. Après, qu'est-ce qui va se développer? Comment? Comme je disais, il y a plusieurs niveaux d'agents. Il y a de l'agent un peu simple, qui sert à faire de la recherche, faciliter la recherche, faire du paiement simple. Il n'y a pas de problème de faire un paiement simple. Bon, on sent qu'on reste encore un peu dans le, voilà. Dans le brouillard, dans le flou. Je ne sais pas si ça nous rassure vraiment, Pierre, cet après-midi. Je sais pas sûr. Oui, non, mais il y a énormément de réflexions en cours, de travaux, de protocoles qui se mettent en place. Il y a effectivement des communications entre agents. Il y a des modèles, entre guillemets, de commerce agentique qui sont en fait l'utilisation des plateformes actuelles dans un modèle de chat GPT, entre guillemets, d'IA générative. Mais pour moi, ce n'est pas ça le commerce agentique. Le commerce agentique, personnellement, je considère que
c'est un modèle totalement ouvert. Je trouve que ce à quoi il faut qu'on le réfléchisse tous ensemble, c'est le modèle du commerce argentique ouvert. Quand je dis ouvert, c'est ouvert à tous ceux qui peuvent proposer des produits et des services, donc tous les agents, ce qu'on appelle les agents IA de recherche, à des agents IA transactionnels, c'est-à-dire ceux qui vont interroger les agents IA de recherche, qui vont récupérer les propositions, qui vont les véhiculer, vocaliser entre guillemets auprès des porteurs. C'est ensuite ceux qui vont gérer les mandats, ceux qui vont sur la base de ces mandats gérer la phase de paiement, puis ensuite gérer la phase d'achat vis-à-vis du commerce qui aura été sélectionné, puis ensuite il y a la livraison qui est à la charge. Quand je parle d'écosystème, c'est de tout ça dont on parle. Et je trouve que la réflexion doit, aujourd'hui, me semble-t-il, doit prendre en compte vraiment cette dimension d'ouverture complète du commerce agentique et ne pas regarder le sous-ensemble, j'allais dire, monoproduit, monomarchand ou multiproduit, monomarchand. C'est OK, c'est intéressant, mais ça, franchement, c'est déjà le cas et ça pose aucune difficulté particulière. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est vraiment multiproduit, multiservice, multimarchand, totalement ouvert. C'est là que le sujet est compliqué. Et c'est parce qu'il est compliqué là qu'il faut l'étudier. C'est celui-là qu'il faut avant tout étudier. C'est quoi les conditions de la reconnaissance d'un agent IA? Quand moi, je vais faire le choix en tant que consommateur d'un agent IA pour gérer mes transactions, pourquoi je vais faire le choix de cet agent IA plutôt que tel autre? Quelle va être l'interface que je vais avoir avec cet agent IA sur la gestion des mandats, sur la gestion des paiements, sur le choix, par exemple, des moyens de paiement que je vais autoriser l'agent IA transactionnel à utiliser pour moi? C'est de ça dont on parle. Quand on commence à creuser un peu ces sujets-là, voilà, commence à s'ouvrir un sujet passionnant qui va mériter énormément de réflexions, des réflexions avec tous les acteurs concernés, les commerçants, les banquiers, les schémas de paiement, les PSP, les ID providers, et Biconnect est un de ces ID providers, les régulateurs. C'est cette complexité-là qui est absolument passionnante, mais qui est absolument, de mon point de vue, indispensable. Samuel, peut-être le mot de la fin pour conclure cette table ronde. Ouais, par rapport à ce que vous évoquiez, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inconnus. Après, je ne pense pas qu'il faille avoir peur non plus, parce que si on se remet sur un temps un peu plus long, et peut-être pour revenir aussi au titre de la table ronde, je pense que l'authentification a énormément apporté à la sécurisation du paiement, et notamment du paiement en ligne. Pierre évoquait les taux de fraude, tu m'as un peu précédé, Pierre. Moi, je n'étais pas encore là au début des années 2000, mais voilà, les taux de fraude qu'on avait, ils ont très largement diminué. On peut aussi saluer le travail qui a été fait par le régulateur, qui a beaucoup aidé. On a des taux de fraude qui ont largement diminué grâce à l'authentification. Et quand je parle d'authentification, je pense que c'est aussi assez important de l'avoir en tête. Je parle d'authentification active, mais aussi d'authentification passive. Et donc, en gros, on a réussi à beaucoup faire baisser la fraude. Clairement, les résultats sont là. Et aussi en conservant la fluidité. Donc, authentification ne veut pas forcément dire qu'on va avoir quelque chose de plus compliqué. Ce modèle-là, il a fait ses preuves, clairement. Il y a plein d'inconnus. On sait qu'il y a des fraudeurs qui s'adaptent, des nouvelles choses qui émergent. N'empêche que les faits sont là. On baisse en termes de fraude. Et les résultats, clairement, sont présents. Et donc, voilà, par rapport à ça, je pense qu'on peut regarder le futur d'un œil optimiste, même s'il a plein d'inconnus. On parlait d'IA, c'est vrai qu'elle va chambouler nos méthodes de paiement. Il va y avoir plein de choses qui vont se passer. À la vitesse à laquelle vont les choses, bah oui, on ne sait pas forcément comment ça va être exactement. Après, dans une autre forme d'IA, qui sont nos modèles de machine learning, ce qu'on a aujourd'hui, à travers l'innovation, on le sait, on a aussi une réponse. Une réponse utile. Et donc, en fait, tout ça, ça part des données. Et bon, pareil, il y a un cadre avec le RGPD, mais qui permet de se partager des données qu'on traite de manière sécurisée à des fins de protection. C'est permis aujourd'hui. Et quand on arrive à se faire ces échanges, à mettre en place les plateformes pour les traiter, à avoir les outils pour les analyser correctement, on voit que forcément, il y a des choses que les fraudeurs font qu'on n'avait pas identifiées avant. Parfois, ils nous surprennent. Néanmoins, on est toujours en capacité de s'adapter et rapidement. Et on voit que si on dézoome, en fait, la tendance est extrêmement positive et on a été capable de la maintenir sur vraiment un nombre important d'années. Donc, ce qui incite quand même à la confiance pour la suite. Très bien. Merci beaucoup à tous les quatre. Je pense qu'on peut vous applaudir. Merci à tous. Merci.